Château de Vaux-le-Vicomte, région parisienne, le mariage de l'année, 500 invités, robe à 50 000 €, rose blanche partout. 30 minutes avant la cérémonie, Claire Dubois entend depuis la suite nuptiale son futur mari, qui rit avec ses témoins. Les mots la transpercent. Il continuera avec sa maîtresse Juliette après le mariage. Claire n'est que l'épouse trophée parfaite pour faire des enfants avec le bon pédigree. L'idiote ne se doute de rien. Claire regarde son reflet dans le miroir. Elle pourrait tout annuler, fuir, pleurer. Au lieu de cela, elle prend son téléphone et écrit un seul message. Lancer le plan B. Elle ajuste son voile, sort radieuse. Le mariage aura lieu exactement comme prévu. Mais ce ne sera pas le mariage qu'Antoine Beaumont attend. Ce sera la vengeance la plus spectaculaire que Paris ait jamais vue, diffusée en direct devant 500 témoins. Claire Dubois se contemplait dans le miroir doré de la suite nuptiale du château de Vaux-le-Vicomte. Enveloppée dans 50 000 € de dentelle, Chanel, haute couture cousue, main par 15 petites mains qui avaient travaillé pendant 4 mois. La robe était un chef-d'œuvre d'ingénierie vestimentaire, 1500 perles de Tahiti cousues une à une, 8 mètres de traîne en soie pure, un corsage qui semblait sculpté sur son corps. Chaque détail représentait la perfection qu'elle avait toujours incarnée. 28 ans d'éducation impeccable, blonde naturelle, avec cette nuance de champagne que nulle coloration ne pourrait reproduire, diplômée de Sciences Po et de l'ENA, parlait 5 langues, jouait du violoncelle au niveau du conservatoire. Elle était la dernière descendante directe des Dubois de Fontainebleau, une famille qui comptait 2 maréchaux de France, un ministre de Louis XIV, 3 ambassadeurs et un château du XVIe siècle qui tombait en ruine, mais impressionnait encore les touristes. Le blason était intact, seul l'argent manquait pour le maintenir, et c'est là qu'intervenaient les Beaumont. Dehors, dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, transformés en paradis terrestre par André Le Nôtre, 4 siècles plus tôt, et maintenant parsemés de compositions florales à 100 000 €, 500 invités de la haute société parisienne, européenne et internationale attendaient. 6 mois de préparation, 2 millions d'euros de budget, 4 wedding planners qui s'étaient succédés après des burn-out, 150 000 roses blanches importées d'Équateur, l'orchestre philharmonique de Paris, des chefs 3 étoiles Michelin, du Cristal Röderer 2002 qui coulait à flot. Les journaux en parlaient depuis des mois. Le Figaro avait consacré un supplément spécial, Paris Match avait l'exclusivité photographique, même le Financial Times de Londres avait envoyé un correspondant. L'union parfaite, les Dubois apportaient 400 ans d'histoire et le droit de porter les armes royales sur leur blason, les Beaumont apportaient 500 millions d'euros construits en 30 ans de génie immobilier et de spéculation sans scrupules. Antoine Beaumont l'avait conquise avec la détermination d'un Napoléon moderne. La première rencontre 2 ans auparavant, à l'ambassade américaine lors d'un gala de charité pour Versailles. Il avait 36 ans, 1,85 m de muscles sculptés par un coach personnel quotidien, des yeux gris acier qui semblaient lire les âmes, un sourire qui avait fait tomber la moitié des héritières de Paris, mais il l'avait choisie, elle. La cour avait été un chef-d'œuvre de stratégie. Des roses rouges chaque matin, jamais une douzaine, toujours 24, son chiffre porte-bonheur depuis l'enfance. Des week-ends improvisés, hélicoptère privé qui atterrit dans le parc du château familial. Allons déjeuner à Venise. Des dîners sur les toits privés de Paris, avec la tour Eiffel, illuminés rien que pour eux, ils connaissaient le maire. Des cadeaux calibrés, pas trop ostentatoires pour paraître nouveaux riches, pas trop modestes pour sembler radins. Cartier pour les 6 mois, Van Cleef & Arpels pour l'anniversaire, Boucheron pour les fiançailles. La demande elle-même avait été tirée d'un conte de fées. Le pont Alexandre III fermé au public, 1000 bougies, le quatuor ébène jouant Debussy, son compositeur préféré, et lui à genoux avec un solitaire de chez Graff à 300 000 €, taille émeraude de 8 carats entouré de diamants roses. Claire, fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Elle avait pleuré, dit oui. Instagram avait explosé, 1/2 million de likes en 2 heures. Sa mère, la comtesse Isabelle Dubois, née de Polignac, donc double noblesse, avait initialement fait la moue.
Ce cher Antoine, disait-elle, jamais par son nom complet, avec ce ton qui suggérait qu'Antoine était un meuble de bon goût, mais pas d'époque. Mais quand le notaire de famille avait expliqué la situation financière, le château qui coûtait 300 000 € par an, rien qu'en entretien, les impôts en retard, les dettes cachées du défunt comte, même Isabelle avait capitulé. Mieux valait un gendre riche et vulgaire que la faillite et le scandale. La suite nuptiale était un chaos orchestré par Marguerite de Castellane, la wedding planner des stars, celle qui avait organisé les mariages de footballeurs milliardaires, d'actrices hollywoodiennes, même d'un prince saoudien. Une femme de 50 ans qui semblait perpétuellement au bord de la crise de nerfs, toujours avec une oreillette et 3 téléphones, aboyant des ordres en 4 langues à une armée d'assistants terrifiés. Les demoiselles d'honneur étaient un bouquet de beauté sélectionnée. Les 2 sœurs d'Antoine, Valentine et Margot, blondes décolorées et refaites qui semblaient sorties d'une télé-réalité de luxe, les cousines de Claire, Charlotte et Diane, authentiques aristocrates avec cet air blasé de qui a tout vu, et l'inévitable amie américaine, Madison, fille de l'ambassadeur, qui donnait cette touche internationale indispensable. Le photographe était Peter Lindbergh lui-même, 40 000 € la demi-journée, mais ses photos finiraient dans Vogue. La maquilleuse était celle de Catherine Deneuve, le coiffeur celui de Lady Gaga quand elle était à Paris. Chaque détail avait été pensé pour créer la perfection absolue. Claire avait besoin d'un moment de répit. L'anxiété qu'elle avait attribuée à la tension normale pré-mariage devenait oppressante. Elle se réfugia dans la salle de bain de la suite, un espace de 80 mètres carrés, tout en marbre de Carrare et rose, avec une baignoire qui ressemblait à une piscine et une robinetterie en or qui brillait comme des bijoux. Elle s'assit sur la méridienne de velours pourpre, ferma les yeux, tenta de respirer. Dans une demi-heure, elle parcourrait l'allée, dirait oui, deviendrait Madame Beaumont. Elle sauverait sa famille de la ruine, donnerait des héritiers à l'Empire Beaumont, vivrait dans le luxe pour toujours. C'était ce qu'elle voulait, non? C'était ce pourquoi elle avait été éduquée, formée, préparée depuis sa naissance. Ce fut dans ce moment de silence que les voix arrivèrent clairement de la terrasse adjacente. La salle de bain avait une porte-fenêtre donnant sur un petit balcon de service, et celui-ci communiquait avec la terrasse principale de la suite. La porte était entr'ouverte. Quelqu'un l'avait probablement ouverte pour évacuer la fumée. Elle reconnut immédiatement la voix d'Antoine. Ce timbre de baryton qui la faisait fondre, maintenant accompagné d'un rire qu'elle ne lui avait jamais entendu. Plus cru, plus vulgaire. Il y avait aussi les autres, Maxime le témoin, son ami depuis le lycée Henri IV, Philippe, le cousin playboy qui gérait une chaîne de clubs, Thomas, Laurent et Jean-Charles, le reste de la bande comme ils s'appelaient, tous fils à papa, jouant aux entrepreneurs avec l'argent familial. Ils fumaient des cigares cubains, des Cohiba Behique, elle reconnaissait l'odeur, ceux qu'Antoine commandait directement de la Havane à 400 € pièce, via un diplomate corrompu. Ils riaient, buvaient. Elle entendait le tintement des verres, probablement le whisky japonais à 2000 € la bouteille qu'Antoine collectionnait. La conversation commença innocemment. Compliments sur l'organisation, plaisanteries sur la nervosité d'Antoine, prédictions sur combien Claire pleurerait pendant les vœux. Mais ensuite, le ton changea, glissa vers ce territoire que les hommes explorent quand ils se croient à l'abri des oreilles féminines. Ce fut Philippe qui commença avec son ton complice habituel. Antoine expliqua calmement comment il gérerait le mariage. Claire était parfaite pour le rôle d'épouse. Belle, de bonne famille, éduquée, elle donnerait des enfants avec le bon pédigré. Mais Juliette, ce nom frappa Claire comme un coup de poing. Juliette restait Juliette. 2 ans de liaison parallèle qu'il n'avait pas l'intention d'interrompre. Il avait même renouvelé le bail de l'appartement du 16e arrondissement pour 3 ans supplémentaires. Les rires qui suivirent étaient des coups de poignard. Mais la lame la plus acérée arriva quand Maxime demanda si Claire ne soupçonnait rien.
La réponse d'Antoine fut d'une cruauté que Claire n'aurait jamais imaginée. Elle était tellement naïve, tellement prise dans son monde de contes de fées, qu'elle ne verrait pas la réalité même si on la lui jetait au visage. L'idiote ne se doute de rien, ces mots exacts, prononcés avec un mépris amusé. Les détails s'accumulaient comme des coups. Juliette Moreau, directrice marketing chez Beaumont Immobilier, brune volcanique toujours habillée un peu trop serrée pour être professionnelle. Les week-ends d'affaires à Dubaï qui étaient en fait aux Maldives. Les 3 000 € mensuels, plus les cadeaux. Le mépris pour la naïveté de Claire qui croyait encore au prince charmant à 28 ans. « C'est le plan parfait », conclut Antoine. La sainte à la maison pour la façade et les héritiers, la putain au lit pour le plaisir. Séparation de biens, évidemment, je ne suis pas con. Les Dubois auront leur bouée de sauvetage financière, moi j'aurai la respectabilité de leur nom et l'accès au cercle fermé. Win-win. Le tintement des verres pour porter un toast fut la dernière chose que Claire entendit avant que les voix ne s'éloignent. Elle resta immobile pendant 5 longues minutes, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Chaque mot était une pièce complétant un puzzle qu'elle n'avait pas voulu voir. Elle se leva lentement et se regarda dans le miroir. Son reflet lui renvoyait toujours l'image de la mariée parfaite, mais ses yeux étaient différents, plus ceux d'une jeune fille amoureuse, mais d'une femme qui venait de voir le vrai visage du monde. Elle prit son téléphone dans le sac Hermès incrusté de diamants, cadeau d'Antoine, pour l'enterrement de vie de jeune fille. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle ouvrit WhatsApp et trouva le contact sauvegardé sous Plan B. Ludivine, sa cousine Germaine, 35 ans, avocate spécialisée en divorce explosif, la seule qui avait toujours eu des doutes sur Antoine. Le message fut bref mais décisif. La réponse de Ludivine arriva instantanément, confirmant que tout était prêt. Claire remit le téléphone dans son sac, retoucha son rouge à lèvres, rouge sang, Dior rouge 999, ironiquement appelé Iconic Red. Elle ajusta son voile, lissa sa robe. Quand elle ouvrit la porte de la salle de bain, son sourire était le plus radieux qu'elle ait jamais eu, et le plus dangereux. La jeune fille des contes de fées était morte dans cette salle de bain de marbre. À sa place se tenait une femme qui allait donner à Paris le spectacle du siècle. Les 30 minutes suivantes furent un chef-d'œuvre de self-control. Claire évoluait parmi les demoiselles d'honneur et les photographes comme toujours, parfaite dans son rôle de mariée radieuse, tandis que son cerveau orchestrait la destruction systématique d'Antoine Beaumont. Le plan B de Ludivine, préparé par paranoïa professionnelle, allait se révéler providentiel. Elle repensait maintenant à 2 ans de signaux ignorés avec des yeux nouveaux. Les week-ends d'affaires improvisés, les appels pris en privé, le parfum féminin sur la veste. Juliette, maintenant le fantôme, avait un nom et un visage. Cette brune du département marketing qu'Antoine décrivait toujours comme efficace et dévouée au travail. Sa mère, la comtesse Isabelle, entra dans la suite dans un tailleur Chanel bleu ciel qui coûtait le salaire annuel moyen d'un Français. L'aristocrate avait tout investi dans ce mariage, pas seulement financièrement, mais socialement. La renaissance des Dubois dans la société qui compte passait par cette union. Le comte François Dubois attendait dans l'antichambre, impeccable dans sa jaquette qui avait servi pour 3 générations de mariage. 65 ans, 400 ans d'histoire familiale sur les épaules et un compte bancaire qui ne supportait plus le poids du nom. Quand il offrit son bras à sa fille, Claire le serra plus fort que nécessaire et murmura des mots qui le laissèrent perplexe, mais qu'il comprendrait bientôt. La marche nuptiale commença. Les portes s'ouvrirent sur les jardins où 500 personnes se levèrent. Claire vit tout comme à travers une vitre. Les Beaumont au premier rang savourant déjà leur entrée définitive dans l'aristocratie, les caméras qui avaient payé une fortune pour l'exclusivité, et Antoine à l'hôtel, statuaire dans son smoking Dior, avec ce sourire qui lui semblait maintenant un rictus de victoire. Elle marcha lentement, comptant 80 pas un par un. Le soleil de l'après-midi créait une atmosphère de rêve entre les ifs centenaires taillés par le nôtre.
Antoine prit sa main quand elle arriva à l'hôtel, murmurant qu'elle était magnifique. Elle répondit qu'il l'était aussi, et ne mentait pas. Il était magnifique dans sa perfidie. Le père Martin, le vieux prêtre de famille, commença la cérémonie de sa voix ancestrale. Claire attendait le bon moment, celui que Ludivine lui avait indiqué. L'échange des alliances, moment d'attention maximale où personne ne pourrait ignorer ce qui allait se passer. Antoine lui passa l'alliance en prononçant ses vœux d'une voix ferme, promettant l'amour éternel, avec la même bouche qui avait planifié la trahison une demi-heure plus tôt. Quand vint son tour, Claire prit l'alliance, regarda Antoine dans les yeux, et au lieu de prononcer ses vœux, parla d'une voix claire que le système d'amplification porta jusqu'au dernier coin du jardin. Elle révéla qu'elle avait tout entendu. La liaison avec Juliette, les plans pour la continuer, le mépris avec lequel il parlait d'elle. Le silence qui suivit fut total, cinématographique. Le visage d'Antoine passa par un spectre de couleurs et d'expressions, tandis que Claire continuait implacable. Elle ne se limita pas aux mots. Elle sortit son téléphone et fit jouer l'enregistrement. La voix d'Antoine remplit le jardin à travers le système audio que Ludivine avait piraté. Chaque mot, chaque rire, chaque insulte amplifiée pour 500 témoins. La mère d'Antoine s'effondra sur sa chaise. Le père se leva en hurlant des menaces légales. Les invités étaient paralysés entre le choc et la curiosité morbide de voir comment cela finirait. Le spectacle ne faisait que commencer. D'un geste théâtral, Claire invita Juliette Moreau à la rejoindre à l'hôtel. La femme émergea de la foule. Elle était venue au mariage, la maîtresse assistant au triomphe de la rivale, vêtue de rouge sang, inappropriée pour un mariage mais parfait pour une exécution publique. Claire avait tout orchestré avec une précision chirurgicale. Les révélations se succédèrent comme des coups de marteau. L'écran géant qui aurait dû montrer des photos romantiques du couple projetait maintenant des captures d'écran de messages, des photos compromettantes, des relevés bancaires. 2 ans de liaison documentés minutieusement, 400 000 € dépensés pour la maîtresse, des cadeaux qui dépassaient de 10 fois ceux faits à la fiancée officielle. Le coup de grâce fut le contrat montrant qu'Antoine avait mis l'appartement du 16e au nom de Juliette, la payant pratiquement comme une escorte de luxe. La signature de Juliette était falsifiée, autre crime à ajouter à la liste. Robert Beaumont, le patriarche de l'empire immobilier, tenta d'intervenir pour sauver la situation, mais Claire avait aussi réservé une surprise pour lui. Documents d'entreprise avec de fausses signatures. Évasion fiscale systématique, blanchiment d'argent. Pendant qu'elle parlait, les sirènes de la police financière approchaient. Timing parfait. Autre détail orchestré par Ludivine. Antoine tenta une dernière défense pathétique, accusant Claire d'avoir tout détruit par orgueil. Elle rit, un rire vrai, libérateur, et expliqua qu'elle n'avait rien détruit, elle avait juste rendu public ce qu'il faisait en privé. Elle retira la bague à 300 000 € et la laissa tomber à ses pieds avec un tintement qui résonna dans le silence. La fuite de Vaux-le-Vicomte fut chaotique. Les invités fuyaient comme d'un bâtiment en flammes, terrifiés par l'association avec le scandale. Les Beaumont furent emmenés menottes aux poignets. Juliette hurlait des menaces hystériques. Les médias étaient en extase devant le scoop du siècle. Claire resta debout à l'hôtel, statuaire dans sa robe de mariée, observant la destruction avec le calme d'un général victorieux. Sa mère s'approcha et, étonnamment, au lieu de la réprimander, l'étreignit avec fierté. Une Dubois avait défendu l'honneur de la famille. Le grand-père maréchal aurait été fier. 6 mois plus tard, le bureau de Claire dominait une vue spectaculaire sur la tour Eiffel. Phoenix Consulting, la société fondée avec Ludivine, était déjà le nom le plus demandé à Paris pour les enquêtes prénuptiales et la protection patrimoniale féminine. L'affaire Dubois-Beaumont était entrée dans la légende, étudiée dans les facultés de droit comme exemple d'exécution légale parfaite d'une vengeance. Antoine croupissait en résidence surveillée, attendant un procès qui promettait des années de prison. Son père Robert était déjà incarcéré. L'enquête avait découvert des ramifications criminelles bien au-delà de l'évasion fiscale. Juliette avait disparu, probablement enfuie à l'étranger. Claire était devenue une icône involontaire.
Les femmes l'arrêtaient dans la rue pour la remercier, lui raconter leurs histoires. Elle avait reçu des offres millionnaires pour des livres, films, séries Netflix. Elle les avait toutes refusées, pour l'instant. L'appel arriva un après-midi ordinaire. Maxime l'informait qu'Antoine avait tenté de se suicider et était hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Il avait laissé une lettre pour elle, parlait de 20 millions cachés en Suisse qu'il céderait contre une dernière rencontre. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sentait le désinfectant et l'échec. Dans le service psychiatrique, Antoine Beaumont était méconnaissable. 6 mois avaient transformé le dieu grec en fantôme. Cheveux gris, visage creusé, le regard vide de qui a tout perdu. La conversation fut brève et brutale. Antoine remit les documents pour les comptes suisses, authentiques, vérifiés par les avocats. Il confessa avoir tout perdu. Son père l'avait renié depuis la prison, sa mère s'était enfuie à Monaco en prétendant qu'il n'existait pas, les amis s'étaient évaporés, Juliette avait avorté de son enfant et lui avait envoyé la facture de la clinique avant de disparaître avec un oligarque russe. Il admit, avec une lucidité tardive et inutile, que Claire avait eu raison. Il avait été un arrogant convaincu de pouvoir tout posséder. Il confessa même, suprême ironie, n'avoir compris qu'il l'aimait vraiment qu'une fois détruit. Claire ne ressentit aucune pitié. Elle lui dit froidement qu'il aurait pu simplement l'aimer au lieu de la trahir. Elle prit les documents et, avant de sortir, lui laissa un dernier cadeau empoisonné. La prochaine fois qu'il tenterait le suicide, il devrait mieux s'y prendre. 1 an après le mariage avorté, Claire Dubois était une autre personne. Ou plutôt, elle était devenue qui elle avait toujours été sous la surface de la fiancée parfaite. Phoenix Consulting facturait des millions, avait des bureaux à Paris, Lyon et Nice, 50 employés, toutes des femmes, toutes avec des histoires de renaissance. Le procès Beaumont avait produit de lourdes condamnations. Antoine avait pris 8 ans, le père 15. L'empire immobilier avait été démantelé. Les actifs vendus aux enchères. Les Dubois s'étaient non seulement rétablis financièrement, mais aussi socialement. Claire était vue comme l'héroïne qui avait démasqué la corruption. Ce matin de printemps, exactement 1 an après, Claire retourna à Vaux-le-Vicomte. Le lieu était loué pour un autre mariage, un autre couple, d'autres rêves. Elle s'arrêta à l'endroit exact où elle aurait dû dire oui et sourit. La vengeance était complète, mais ce n'était pas le vrai triomphe. La victoire était dans la transformation. La jeune fille, qui croyait au conte de fées, était morte à l'autel. Mais de ses cendres était née une femme qui écrivait ses propres règles. Le téléphone sonna. Une autre cliente, une autre histoire de trahison à vérifier, une autre femme à protéger. Claire répondit d'une voix professionnelle déjà concentrée sur le prochain cas. En retournant à sa Bentley, achetée avec les premiers profits, une petite récompense personnelle, elle passa devant un couple de mariés posant pour des photos. La mariée la reconnut, les yeux s'écarquillant. Claire lui fit un clin d'œil et murmura un seul mot. Enquêtée. La jeune fille des contes de fées était morte. Mais la reine de la réalité était plus vivante que jamais. Et tandis que Paris brillait sous le soleil de printemps, Claire Dubois roulait vers l'avenir qu'elle avait conquis de ses propres mains, payé de ses propres larmes et scellé avec la plus spectaculaire des vengeances. Elle n'avait pas besoin d'un prince charmant. Elle était devenue son propre royaume. Cette histoire t'a bouleversé? Laisse un like et abonne-toi, commente. Qu'aurais-tu fait à la place de Claire? Partage avec ceux qui doivent savoir que la vengeance est un plat qui se mange froid. Prochaine vidéo. Elle découvrit la trahison pendant la lune de miel. Ce qu'elle fit devint viral.